On sent bien le piment, n'est-ce pas? Le petit arrivera de caramel qui se ressort. Moi, j'ai la dalle, c'est elle qui me l'a donné. Du coup, je la vous garde pour après. Ah, je dis que j'en aurais plus. Du coup, t'en mangeras pas, c'est tout pour moi. Ce qui nous réunit ce soir, donc, c'est le théâtre, et c'est une histoire assez banale et singulière. Banale dans le sens où un metteur en scène rencontre un auteur, ça c'est une des bases du théâtre. Et puis singulière parce que ce metteur en scène n'est pas que metteur en scène, comme plein de gens. Il est également musicien, il est comédien, et il est auteur, et parfois il, il écrit, et parfois il monte ses propres textes, et puis de temps en temps, soit il passe commande, soit il va chercher des textes ailleurs. Moi, je l'ai connu aller chercher des textes dans le répertoire, par exemple, en s'attaquant à William Shakespeare. Et puis là, il a été chercher le texte d'un auteur qui est, autre singularité, qui n'est pas un auteur de théâtre, qui est Jean Echnoz, auteur de 16 livres, je crois bien, si je les ai bien comptés. Et qui est un auteur de romans. La première question va être pour vous, Jean-Luc Annex. J'aimerais bien que vous nous parliez de l'origine de ce projet-là. Pourquoi aller chercher ce texte de Jean Echnoz? Pourquoi vous intéressez-vous à courir et d'où est venue cette idée d'amener courir sur scène? Bonsoir. Alors, moi je crois que c'est l'histoire d'un coup de foudre pour une écriture que je trouve, enfin je vais employer des mots peut-être banals, hein, d'une élégance rare, voilà, une écriture qui moi me séduit par sa pureté, mais ça on l'a dit, hein, on va pas reprendre tout ce qui a été dit sur l'écriture de Jean Echnoz. Jean Echnoz est un styliste pur, d'une grande élégance, avec beaucoup d'humour, d'humour léger qui parcourt son œuvre. Donc moi je suis un fanat de l'écriture de Jean Echnoz, et puis il se trouve que je dévore absolument et j'avale courir d'une traite, et je repose le livre, et on peut témoigner hein, que en le posant, j'ai la chance de vivre dans le milieu du théâtre et d'avoir une compagnie, donc je peux me permettre de rêver très fort et de le porter à la scène. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de questions dans ce que tu as dit, Eric. Alors, pourquoi? Parce que la langue de courir aussi je trouvais que, en lisant le livre, elle reposait sur l'oralité. C'est-à-dire qu'on sent toujours l'écrivain, le romancier qui est derrière, qui s'adresse directement au lecteur, avec même parfois le fait de dire je. Hein, à quelques moments dans certains passages, le romancier dit je ne sais pas s'il y avait du vent ce jour-là, je ne sais pas vous, mais moi je commence à en avoir un petit peu assez des exploits d'Émile Zatopek, donc enfin bref. Et donc je trouvais que, et puis l'écriture était très proche de l'oralité, et j'ai eu cette intuition qu'elle pouvait être proférée en public. Et puis, alors, j'essaie de relier tout ça. J'ai l'impression que l'écriture d'Echnoz aussi déclenche quelque chose chez les spectateurs, d'abord chez les lecteurs bien évidemment, mais chez les spectateurs, ça crée une espèce de... On sent que les cerveaux se mettent en connexion, enfin les cerveaux des spectateurs se mettent en connexion, et tout le monde écoute ensemble. Et le fait d'écouter ensemble, je trouve actuellement, c'est quelque chose d'irremplaçable, de formidable, et j'avais cette intuition-là que l'écriture de courir permettait ça, et que j'allais, si possible, la servir au mieux. Et puis, il y a eu aussi cet autre aspect. Alors, je trouve que l'écriture est très musicale, je ne suis pas le premier à le dire, c'est pour ça que c'est des banalités, mais
Elle est très musicale, c'est-à-dire à l'intérieur des phrases, dans sa construction, dans le montage même du roman. Tout à coup, c'est calme et tout à coup, ça part sur un rythme extrêmement élevé et puis ça revient à quelque chose de plus balancé. Il y a par exemple, j'ai noté qu'il y avait beaucoup d'alexandrins dans Courir, dont la foulée suave enchante le public. Magnifique. Ouais, ça marche, oui, ça marche, j'ai compté, ça marche. Et donc, tout de suite aussi m'est venue l'idée de faire appel à la musique, c'est-à-dire de relier le texte, enfin ce matériau formidable de l'écriture d'Echnoz, et puis relié à de la musique vivante, de la musique interprétée en direct. Et j'ai tout de suite pensé, et je crois que ça a joué un rôle dans le fait que le projet a pu être mené à bien, j'ai tout de suite pensé à la clarinette basse, qui est un instrument que j'aime beaucoup, parce que j'aime le jazz, mais aussi la clarinette basse est un instrument qui est assez peu connu, et puis qui a une grande amplitude de sons, c'est-à-dire qu'il peut aussi bien restituer des sons très très graves que des sons aigus. Elle peut être veloutée, elle peut être agressive, elle peut être puissante, et je trouvais que pour restituer la langue de Jean Echnoz, il fallait cet instrument-là, pour restituer la langue de Jean Echnoz, pour restituer le souffle d'Émile Zatopek, dont on parlera tout à l'heure, et puis le souffle aussi de la grande histoire. Parce que quand même, je vais peut-être m'arrêter là sur cette première question, mais c'est aussi, je crois que j'étais bouleversé par ce roman. Bouleversé parce que, en fait, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte quand même des grands événements qui se sont produits au XXe siècle. L'invasion allemande, la Seconde Guerre mondiale, les grands procès de Prague, le pouvoir politique de l'autre côté du rideau de fer, l'invasion russe en 1968 de la Tchécoslovaquie, et puis au milieu de tout ça, un petit bonhomme qui court. Et il court, on ne sait pas pourquoi il court. Bon, enfin bref, ça m'a beaucoup ému, énormément ému. Je crois que c'est d'ailleurs la première impression que j'ai eue, c'est cette émotion de ce petit bonhomme qui court, qui court très mal en plus, et puis qui va traverser tous ces événements tragiques, absolument tragiques. Et donc, tout à coup, ces derniers jours, je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à nos pères et la génération d'avant. La génération d'avant qui ont connu des choses difficiles, que nous, on n'a pas connues, on a été épargnés, on fait partie d'une génération épargnée, on n'a pas connu ces événements-là, et je me suis dit comment on survit dans ces époques-là, très difficiles, tragiques, épouvantables, effrayantes. Voilà. Je complète juste par une autre question, parce que je vais continuer aussi de vous présenter votre travail tout au long de cet entretien. Moi, quand j'ai appris que vous montiez Courir, je me suis dit, tiens, il monte pas Ravel. Parce que la particularité du travail de Jean-Luc Lanex, de son travail théâtral, c'est un théâtre musical. Voilà, la musique est tout le temps présente. Vous revendiquez le terme de la comédie musicale. Vous avez écrit un manifeste pour le théâtre musical populaire avec Jonathan Kerr, publié aux éditions de L'Œil du Souffleur. Et quelque part, je me suis dit, le fait d'apprendre que vous montiez Courir m'a fait réagir sur le fait que vous n'avez pas monté Ravel. Non. Mes questions peuvent être très longues et les réponses peuvent être très courtes. On n'est pas obligé de... J'ai pas monté Ravel. Non. Non, je sais pas, je vous dis, j'ai lu Ravel, j'ai tout lu de toute façon de Jean Echnoz, mais je sais pas pourquoi, c'est Courir qui m'a empoigné, en fait. J'ai cette impression-là. Parce que pour monter, vous savez tous que pour monter un projet, il faut se battre, il faut commencer par aller frapper, enfin envoyer une lettre à l'auteur, frapper à sa porte, et puis venir s'expliquer sur le projet, comment on imagine de le monter, puis après il faut trouver l'argent, il faut réunir une équipe, parce qu'évidemment je ne suis pas tout seul, je n'ai pas monté Courir tout seul. Donc on sait comme c'est compliqué de monter un projet. Donc je crois que j'avais
un enthousiasme et une foi en moi, mais parce que je crois que c'est le roman qui s'est emparé de moi. Voilà, je ne saurais pas répondre autrement. Alors, Jean Schnoz, avant de parler de courir, j'aimerais vous poser une question sur ce qui est pour l'instant une trilogie. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres ou pas, mais dans votre œuvre, à un moment, ça a commencé avec Ravel justement, vous avez commencé à écrire des textes qui sont des biographies, voilà, des sortes. Je vois déjà votre haussement de tête, donc on va dire des sortes de biographies. Avant cela, je voulais juste dire peut-être deux éléments pour annoncer ça. C'est-à-dire que j'avais toujours trouvé dans votre œuvre, en règle générale, un jeu sur le thème de la biographie, de la vraie biographie. Alors, je crois me souvenir d'une anecdote disant que pour répondre à votre entrée dans un dictionnaire de la littérature française, vous aviez faussé votre propre biographie, changeant votre date de naissance d'un an, déportant le lieu de naissance de quelques mètres, enfin de quelques kilomètres, transformant une université en une autre, etc. Dans le méridien de Greenwich, il y a un personnage qui s'appelle Vera, qui dit bien qu'elle fût attentive au discours de l'inventeur, Vera éprouvait une gêne à recueillir son autobiographie, justement convaincue qu'on ne s'expose pas sans risque aux confidences, comme à certaines radiations. Voilà, c'est la première occurrence, je crois, du terme biographie dans votre œuvre que j'ai retrouvé. Donc il y a déjà cette méfiance-là dès le tout premier texte. La biographie, c'est un peu étonnant, on ne s'y expose pas sans méfiance. Donc ma question était celle-ci, comment est venue dans votre écriture cette envie de vous saisir de personnages historiques pour les faire vôtres? Tout à fait par accident. Tout à fait par accident, parce que moi j'ai toujours plutôt envisagé d'écrire des fictions, des romans, et je ne pensais pas du tout que le genre de la biographie pouvait être le mien. D'abord, un biographe, c'est un historien, je ne suis pas du tout historien, puis j'ai pas la méthode ou la méthodologie, je ne sais pas comment on dit, pour... Et en fait, c'est arrivé un peu par hasard, parce qu'au départ, je voulais... Enfin, c'est un peu long à raconter, mais je vais faire court. Au début, enfin, il y a quelques années, je voulais écrire quelque chose qui ne se passerait pas à notre époque, comme étaient en général mes romans, qui se passerait dans l'entre-deux-guerres. Et puis, j'avais pensé utiliser des personnages réels au lieu de personnages de fiction. Je passe vite, et j'avais pensé à Maurice Ravel. Pour différentes raisons, pour sa musique, le personnage, etc. Et puis, il devait être juste un figurant, un personnage plus que secondaire, vraiment une silhouette. Et un peu par manie, je me suis intéressé à lui de plus en... Enfin, je connaissais bien sa logique depuis ma jeunesse, et j'ai commencé à m'intéresser à lui, puis je me suis rendu compte que sa vie était beaucoup plus intéressante et mystérieuse que mon petit projet de fiction, ce qui fait qu'il m'a volé le roman en fait. Et je me suis mis, mais je crois que j'ai lu à peu près tout ce que je pouvais trouver sur lui, mais au départ, pour vraiment faire un personnage secondaire, mais en essayant d'être un peu précis. Et puis, il était beaucoup plus intéressant et surtout beaucoup plus mystérieux que l'histoire que je voulais faire. Mais bon, une fois que j'ai fait celui-ci, au fond, ça me plaisait assez, cet exercice du portrait. Enfin, c'est pas vraiment je crois pas que ce soit... C'est pas des biographies au sens canonique, au sens technique. Enfin, c'est des vies qui essaient d'être fidèles à la biographie réelle, au fil de la vie de quelqu'un. Bon, il y en a eu 3, je crois pas qu'il y en aura d'autres. Et avec une marge de liberté romanesque que je m'autorisais. Ce qui fait que le jeu entre la fidélité, disons, historique sur un personnage et la petite liberté qu'on se donne d'inventer des choses, quand j'avais fait Ravel, j'avais jamais eu cette expérience et c'était extrêmement, pour moi, très très difficile à faire. Et puis bon, puis après, ayant fait un compositeur, j'ai eu envie d'aller chercher dans un domaine très éloigné, et surtout qui m'est, je dois le dire, très étranger,
c'est-à-dire le sport, je ne connais pas grand-chose, même si j'aime bien regarder, enfin j'aimais bien regarder enfin bref. Et puis après j'ai fait un savant parce que pour clore un peu le truc, mais ben voilà en fait. Alors, on va. C'est au sujet des éclairs, justement, le dernier. Vous avez parlé de fiction sans scrupule biographique. Restons sur le sport, si vous voulez bien. Alors, le champ sportif est large. Il y a des dieux, il y a des demi-dieux, il y a des idoles déchues, etc. Le choix d'Émile Zatopek, comment vous l'avez trouvé, comment vous avez décidé, à quel moment, est-ce que vous vous souvenez, vous êtes dit, ça sera le sport, et donc ça sera Zatopek? Au départ, je me suis dit, bon, le sport. Alors j'avais pensé ce que je voulais, c'était une légende, enfin un nom qui sonne un peu comme une légende. Alors, dans le cyclisme, ça manque pas. Mais j'avais pensé d'abord à un coureur automobile, mais c'est trop technique. Pour moi, je comprends pas grand-chose. Le cyclisme, c'est extrêmement technique aussi. Il y a aussi des légendes. Bon, le coureur automobile, ça aurait pu être, je sais pas, Fangio. Côté du cyclisme, ça manque pas non plus. Mais d'une part, tout ça était trop technique. Et puis, en fait, la chose apparemment la moins technique qui soit au fond, c'est la course à pied, puisqu'il suffit d'avoir des chaussures et encore pas toujours, parce que les Éthiopiens. Bon. Et puis surtout, il y a eu ce nom, en fait, de Zatopek, qui était un nom légendaire dans mon enfance. Je vais vous dire que quand j'ai pensé à ce nom, je trouvais un nom fascinant, enfin, je ne savais même pas qu'il était tchèque. En fait. Je ne savais véritablement rien sur lui, sauf que c'était un héros de l'athlétisme. Et puis j'ai commencé à chercher des choses sur lui, mais en pensant que j'allais aborder un athlète, et en lisant, enfin, en faisant des recherches sur ce personnage, qui n'était pas commode parce qu'il n'y avait pratiquement rien d'écrit en français, il n'y avait pas de biographie. Donc je cherchais dans la presse sportive de l'époque, et je me suis rendu compte qu'il avait aussi une espèce d'existence politique extrêmement importante, qu'il avait traversé des périodes pendant lesquelles, que ce soit sous la domination allemande de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne nazie, puis ensuite les changements de régime, le régime socialiste, etc., qu'il avait eu, pas son corps défendant, mais enfin, que son corps, justement, avait été utilisé comme emblème, comme modèle, comme otage aussi, et que donc ça me permettait de faire quelque chose que je n'avais jamais fait, que je n'avais pas du tout, j'avais jamais eu l'idée que je le ferais, de parler, de donner une espèce d'arrière-plan historique comme ça. Enfin, ça s'est passé comme ça. Ça répond à ma question parce que je me demandais si justement cet arrière-plan historique était l'une des raisons du choix des Zatopek, parce que cet arrière-plan historique est extrêmement présent dans le roman, dans la pièce également, évidemment, et donne toute une dimension tragique au personnage, j'ai envie de dire ça, tragique, même si dans votre écriture la tragédie est toujours liée à la farce. Tout à l'heure, Jean-Luc disait, on va pas faire l'éloge de la langue de Jean Echenoz, et j'ai quand même envie de le faire quand même, parce que c'est pour moi essentiel dans le travail de la pièce que j'ai vue hier soir, dans le travail que vous avez mené, Jean-Luc, avec Gilles Ronsin, le comédien qui est seul sur scène et qui dit le texte. Il ne s'agit pas d'une adaptation, enfin il n'y a aucune réécriture, le texte est là, le texte, il y a quelques ellipses rajoutées, mais un comédien dit le texte sur scène. L'écriture, alors je me lance, l'écriture de Jean Echenoz, je ne vous regarde pas, l'écriture de Jean Echenoz, pour moi, elle est d'une extrême justesse, hein. Si je devais la qualifier, c'est le premier mot qui me viendrait à l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a une justesse, il y a quelque chose
de très économique. C'est une écriture dégraissée qui ne s'embarrasse, exactement l'inverse de ce que je suis en train de faire en parlant, qui ne s'embarrasse pas de superflu et qui se permet, tout en étant extrêmement tenu, Jean-Luc Annex a dit que vous êtes un styliste, et c'est vrai, tout en étant extrêmement tenu, qui se permet comme ça d'intégrer des familiarités régulièrement, ce qui crée une sorte de pseudo-désinvolture, mais ce qui crée aussi un très grand décalage humoristique. On a entendu hier soir, si certains d'entre vous étaient dans la salle, il y a des grands moments de rire. Et donc c'est l'alliance de ces éléments familiers qui vont des interjections, des choses. Brusquement, on dit pas un homme, on dit un type. Et ces mots-là viennent créer un effet de contraste et un effet d'humour dans la phrase, je trouve. Voilà. Après, on parlera du rythme. Mais j'aimerais savoir comment, Jean-Luc, comment vous avez travaillé le texte de Jean Echnoz, qui est un texte, vous disiez, vous pressentiez qu'il était oral. C'est tout de même un texte qui est fait pour une lecture silencieuse d'un lecteur qui est face à une page et qui doit s'en emparer dans sa tête, sans forcément passer par l'oralité. Comment vous l'avez travaillé, cette langue-là, avec Gilles Rancin? Alors, le texte, je l'entendais résonner, au-delà de la simple lecture, je l'entendais. Donc avec Gilles, qui s'est emparé, alors coup de chapeau évidemment à Gilles Rancin, on ne restitue pas l'entièreté du roman, mais quand même, il a une somme de textes qu'il a dû mémoriser, donc il s'y est pris quasiment un an et demi. Et puis après, dans la restitution, tout à l'heure, tu disais qu'il était seul en scène, mais pas tout à fait seul, parce qu'il y a un musicien. Hein, ils sont deux à raconter l'histoire, mais après, ça a été il l'a très bien dit d'ailleurs hier soir, après la représentation, il a dit il faut que je m'empare des consonnes encore davantage, enfin il faut que ça devienne encore plus physique, l'appropriation du texte. C'est pas du tout intellectuel, quoi, du tout cette affaire-là. Pas du tout intellectuel, c'est vraiment quelque chose comme la course à pied ou comme n'importe quel domaine, ça demande, c'est vraiment concret, donc il s'est approprié la langue avec des accélérations et puis des moments beaucoup plus calmes, et puis tout à coup il est obligé de passer par-dessus la musique, donc là la musique elle aide aussi, parce qu'elle restitue la rythmique par exemple d'un 10 000 mètres ou d'un 5 000 mètres, et puis lui par-dessus il est obligé de balancer le texte écrit par Jean Echnoz, donc je sais pas, c'est quelque chose de très technique et que seuls peut-être les comédiens peuvent comprendre, comment les mots rentrent dans leur corps, d'abord dans les cordes vocales, mais pas que dans les cordes vocales, je crois que c'est dans le corps entier. Et puis, alors c'est facilité, c'est pour ça je dis que c'est facilité par le fait que cette langue est extrêmement orale et musicale. Donc pour un comédien, il le dit aussi, Gilles, c'est du nanan, quoi. Enfin, c'est dur à mémoriser parce que il veut pas, comment dire, il essaie dans la mesure du possible de coller alors, au texte, et il est très malheureux si au lieu de dire continuellement, il dit complètement, il est très malheureux, après il dit pourquoi j'ai dit complètement, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, hein, pour l'appropriation, c'est vraiment quelque chose de très physique. Le musicien dont il est fait état plusieurs fois déjà ce soir s'appelle Michel Aumont, et c'est vrai qu'il accompagne, il est réellement, ils sont deux sur scène. Il est là, il est physiquement présent, déjà c'est très impressionnant, il a clarinet de basse, et puis la musique n'étant pas permanente, mais la musique est là, elle revient régulièrement, et parfois sur certaines scènes, il n'y a plus que la musique, avec des systèmes de projection, mais on ne va pas tout dévoiler. Parlons de musique. Jean Echnoz, justement, vous avez souvent parlé de votre rapport à la musique, en particulier du jazz. Au moment où vous écrivez, est-ce que
je pose des questions peut-être un peu naïves. Est-ce que vous allez, à ce moment-là précis, chercher quelque chose dans la musique pour trouver un rythme, pour trouver un souffle, pour donner une direction à la phrase en train de s'écrire, à votre langue? C'est-à-dire que si la musique, enfin si la musique joue un rôle dans la construction dans la construction oui, forcément. Enfin, oui, forcément, parce qu'il y a comment dire? Parce que j'ai un peu toujours le souci des rythmes qui peuvent se succéder. Ça passe aussi par, enfin, je sais pas, ça passe aussi par enfin, les rythmes, ça joue aussi avec les temps grammaticaux, je joue un peu avec ça. Il y a des temps plus lents que d'autres, il y en a qui sont plus rapides. Et puis, je sais pas, les scansions, des diminuendo, des trucs comme ça, enfin, le fait que si, enfin, idéalement, chaque phrase devrait être, enfin, une petite cellule mélodique, rythmique, ou les deux, je sais pas, les deux. En fait, ça peut pas. Ça, idéalement, ce serait pas mal, quoi. Mais en plus, j'ai eu le souvenir que la première fois qu'on s'est vu avec Jean-Luc Connex, il m'a parlé de l'idée d'un musicien qui serait donc. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 2 ans. Ah oui. Ah ouais, ouais. Et il y avait quelque chose qui m'avait frappé, c'est qu'en fait la référence que vous m'aviez donnée, c'était quelque chose qui m'a toujours été très, très, très cher à mon cœur, à mes oreilles. C'est un solo de clarinette basse d'Eric Dolphy qui s'appelle, si je ne m'abuse, God Bless the Child. Voilà. Et ça, c'était bon, une référence intéressante parce que ça donnait l'idée d'un son qui, moi, me paraissait le genre de son desquels on peut se souvenir quand on essaie d'écrire certains trucs. Alors, je sais pas, on peut penser pas seulement du côté du jazz, ça peut être du côté du piano classique, enfin de toutes sortes de musique. Bah oui, ça joue un rôle, même si en principe, je sais pas, Stravinsky disait que la musique n'a pas de sens, alors qu'on travaille aussi, quand même, on essaie de travailler un peu sur du sens, mais le son compte autant que le sens qui s'alimente un peu mutuellement. Pour ce travail sur votre écriture, travail de rythme, travail de mélodie, vous en passez par l'oralité lorsque vous écrivez, ou au moment de relecture? Non, parce que j'ai l'impression que dans la lecture silencieuse, j'entends assez suffisamment le bruit que ça peut faire. Et puis je dois dire que je me trouverais un peu ridicule de lire mes trucs à voix haute, tout seul devant ma table. Je me sentirais. Flaubert faisait ça très bien. Oui, mais ça c'est très. Mais non, justement, je me sentirais un peu nain par rapport à Gustave Flaubert. Et puis, non, je me sentirais ridicule si je faisais ça. Puis j'en ai pas vraiment besoin. Alors, comment vous avez reçu cette proposition de Jean-Luc Connex de monter, courir sur scène? Ça m'intéressait parce que c'était l'idée que quelque chose d'écrit et qui est destiné à un échange muet en fait avec les lecteurs, s'il y en a, parce que s'incarne dans le son, dans le mouvement, etc. Je me demandais comment c'était possible. Et puis c'est toujours intéressant, de toute façon, dans les échanges ou les retours, comme on dit, de façon assez vilaine, des lecteurs, de voir comment ils reconstruisent ce qu'ils ont lu. Comment, bon, c'est une banalité, mais comment chaque lecteur s'approprie un livre, pardon, et devient d'une certaine manière l'auteur lui-même. Moi, j'avais le souvenir de petits passages
d'un de mes romans qu'on m'avait raconté, qui apparemment plaisait mon interlocuteur. J'avais du mal à trouver la scène parce qu'il y avait le change de sexe des personnages, les lieux, tout ça. Et en fait, je trouvais ça formidable que ce soit qu'il me fasse un récit totalement différent de la scène au début. Je me dis, bah, c'est comme si un petit moteur s'installait comme ça chez les lecteurs et qui produisent eux-mêmes, que leur mémoire produit un autre objet. Ça, je trouve ça assez beau. Je me sens pas du tout trahi, plutôt au contraire, c'est bien. L'un comme l'autre, au moment de l'écriture de Courir, au moment du travail de passer le roman à la scène, j'imagine que vous êtes plongé dans... on a énormément de traces d'Émile Zatopek, on a les vidéos, aller sur... Alors, Émile Zatopek, évidemment, on n'en a pas vraiment parlé, on court autour, là, sans l'approcher. J'imagine qu'une grande partie d'entre vous voit qui c'est, les autres, il y a Wikipédia. On a cette chance-là d'avoir énormément de vidéos. Je vérifie aujourd'hui. On va sur YouTube, on le voit courir, on le voit grimacer, on voit sa course extrêmement désarticulée, que vous rendez mais avec une immense beauté dans Courir. J'imagine que vous avez vu ces images-là en écrivant, en travaillant, et en quoi cette course a pu devenir texte, en quoi cette course peut influencer une mise en scène, le travail avec le comédien, voire avec le musicien d'ailleurs. En fait, oui, bien sûr, j'ai vu les vidéos qui circulent sur Internet, ses grands exploits, Helsinki, sa médaille d'or à Londres. Mais en fait, ça ne m'a pas beaucoup apporté, ça, curieusement. Alors que, par exemple, tout le passage, quand Jean Echenoz décrit la façon de courir d'Émile, c'est merveilleux, là. Moi, je riais. En lisant le passage, je riais. Puis je voyais encore bien mieux que les images, comme ça, l'image extérieure qu'on a d'Émile quand il court, quoi. Donc, en fait, oui, j'ai vu les images ou les vidéos, mais non, c'est vraiment le roman qui nous a nourris tout au long de l'adaptation, mais non, c'est pas tellement par exemple son visage. Émile a 17 ans, c'est un grand garçon blond au visage en triangle et qui sourit tout le temps, et l'on voit alors ses grandes dents. J'ai vu des photos, mais cette description-là merveilleuse au début de « moi me suffit, ça y est », et puis je pars, ça y est, je pars dans mon histoire, dans une histoire, je veux dire. Donc, oui, j'ai vu des portraits d'Émile, mais bon, je vous dis, c'est vraiment de l'intérieur de l'écriture des choses que c'est ça qui m'a nourri, qui nous a nourris aussi, quoi. Hein. Pas eu besoin d'explications. Je sais pas comment dire, ou de... Je sais pas, non, c'est pas tellement les images, non, c'est plus de l'intérieur. Je ne saurais pas comment expliquer ça. Jean Echenoz, même s'il n'y avait pas de biographie en français, ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a une pléthore d'images, de photos, etc. On trouve beaucoup de choses. Il n'y a pas un moment où, quand on est dans un projet tel que le vôtre, où on peut je sais pas, se noyer dans la documentation ou brusquement être trop fidèle à ces images-là. Il n'y avait pas énormément de choses en fait. Moi, par contre, je me suis beaucoup servi des photos. Ça, j'ai trouvé. Et les images filmées, je les ai vues très tard. Je ne sais même pas si j'avais. Je suis même pas sûr que j'avais de ne pas avoir fini le livre quand j'ai vu par ignorance en fait. Si j'avais su qu'il y avait, peut-être que je l'ai. Mais je me suis beaucoup servi des photos. Mais surtout, comme il n'y avait pas de... Je ne peux pas dire que la documentation était écrasante, parce qu'il avait... donc il n'y avait rien sur lui, il n'y avait pas d'ouvrage, disons, pas de biographie conséquente en français. Mais ce qui fait que pendant pas mal de temps, enfin pendant pas mal de mois, la seule source possible, c'était l'équipe. Ce qui fait que je suis allé à la bibliothèque, à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France, et
je crois que j'ai lu tous les numéros de l'équipe depuis 45 jusqu'à... je sais pas, jusqu'au moment où il a... Je ne peux pas dire que j'ai lu tous les numéros de l'équipe, mais sur chaque numéro de l'équipe, je cherchais les pages d'athlétisme et quelquefois les unes étaient... Enfin, on avait envie de s'intéresser à Gemigliani, bon, bref. Et là, bon, bah, j'ai recopié pendant ça m'a pris quelques mois, toutes les informations que je peux retrouver depuis le début, quand il y avait vraiment des entrefilés, jusqu'au moment où il y a des grands articles, des séries, tout ça, des reportages sur les Jeux Olympiques, tout ça. Et c'est à partir des informations que j'ai trouvées dans la presse sportive, et je m'en suis voulu parce que j'aurais dû aller chercher dans Miroir Sprint, dans les hebdomadaires de l'époque. Mais bon, l'équipe, c'était là, un peu comme le journal officiel, quoi. Il y a quelques citations, je pense qu'elles sont rares, qui sont aussi directement rentrées dans le texte. Hier soir, j'ai entendu cette phrase où il dit qu'il n'avait pas assez de talent pour courir et sourire en même temps. Ça, c'est quelque chose qu'il a déclaré à un journaliste, je crois. Ah oui, mais il y a des choses que... D'ailleurs, j'avais pris la précaution de l'indiquer au début en petit caractère, qu'il y avait des phrases qui venaient de la rédaction de l'équipe de ces années-là. Ben, il y avait des phrases qui étaient tellement belles que, en général, quand on trouve comme ça des phrases qui vous plaisent et qui sont d'un autre auteur, on fait attention, on change tous les mots, on essaie de trouver quelque chose. Et quelquefois, il y avait dans ces articles des phrases qui étaient tellement belles, qui étaient tellement touchantes, qu'il y avait plus rien à toucher. Enfin, touchante. Voilà. Il y a une chose qui m'a frappé à ma première lecture de Courir, c'est que le nom de Zatopek arrive à la page 93. C'est-à-dire que le nom est éternellement repoussé. On a l'histoire d'Émile, jeune ouvrier chez Bata, usine de chaussures tchèque, et puis Émile vit sa vie, Émile devient militaire, Émile commence à courir, et brusquement, page 93, d'ailleurs d'une façon assez magistrale, il y a l'explosion, l'arrivée, presque en majesté du nom de Zatopek. Ah oui, bon, parce que je m'étais dit que même si c'est un personnage qui est maintenant un peu lointain, c'est un nom qui est dans beaucoup de mémoires. Je vois même, je sais pas, mon fils qui a 30 ans de moins que moi, pour lui c'était un nom qui lui disait quelque chose, même si c'est... Bon bref, c'est quand même un nom qui restait gravé, comme d'autres noms légendaires qu'on parlait tout à l'heure, qu'on disait tout à l'heure. Et je me suis dit que si ce nom-là apparaissait dès le début, ça allait d'une certaine manière gauchir un peu le récit du côté d'une espèce de magnétisme qu'il a ce nom donné d'emblée. Et qu'il valait mieux, enfin, je m'étais dit qu'il valait mieux monter les choses de telle façon qu'on avait affaire à un type ordinaire prénommé Émile, que j'ai francisé en plus, parce qu'en fait, bon, j'ai rajouté un E et un accent aigu, pour en faire, je sais pas, un type ordinaire, un Pékin, un type de base qui a cette aventure traversant l'histoire. Et que ce nom survienne au moment où il devient une gloire mondiale, que là, ça soit comme une espèce si ça marchait, quoi, comme une déflagration. Et si ce nom qui déflagre vraiment était indiqué au début, j'avais l'impression que ça désamorcerait quelque chose, qu'il fallait vraiment suivre un type de base, quoi, qui progresse dans l'histoire et dans son art. Alors, Jean-Luc, vous lisez Courir, vous avez envie de le monter sur scène, vous demandez l'autorisation à Jean Echenoz, qui vous l'accorde. Ensuite, le travail commence. Courir est un roman, c'est ce que je disais en préambule, et pas un texte fait pour la scène, donc ça oblige à imaginer quelque chose de particulier. J'aimerais vous entendre parler sur le travail avec le comédien. Depuis le début, c'était clair que ça serait un comédien, que ça serait Gilles Ronsin, que ça serait une seule personne, qu'il y aurait un musicien sur scène, ça c'était évident, mais qu'il y aurait un seul comédien, que la voix serait démultipliée. Comment les choix se sont faits? Petit à petit, c'est-à-dire que
il y avait plusieurs possibilités, soit il y avait plusieurs comédiens, j'y ai pensé. Hein, il pouvait y avoir Émile adolescent, il pouvait y avoir l'Émile qui devient adulte, et puis après l'Émile de 1968. Et puis au bout d'un moment, quand même, je me suis dit, juste une précision, on a été obligé, alors là on était très très malheureux, on est très malheureux toujours, parce que on aurait bien aimé monter l'intégralité. Voilà. Non. C'est vrai, ça aurait été une folie, puis de toute façon, avec le parti pris qu'on a choisi, ce n'était pas possible. Donc, on a choisi de faire des coupes avec des ellipses, et je suis heureux que Jean hier soir ait adhéré aux coupes qu'on a pu faire, notamment Helsinki, pourtant, qui représente Helsinki, les Jeux Olympiques, où il a accompli ses exploits majeurs, enfin, 3 médailles d'or, raflées en 10 jours. Et ça, on a choisi... 5000 mètres, 10 000 mètres et marathon. Voilà. Et il n'avait jamais couru le marathon, Émile. Donc, il a fallu faire des coupes. Mais avec Gilles, on a monté des séquences entières. Et qu'on a été malheureusement obligé de retirer. Quoi, parce que le spectacle aurait fait 2h30, 3h. C'était pas possible. Parce que j'ai choisi au bout d'un moment de retenir le principe d'un seul comédien. C'est-à-dire un comédien marathonien, en fait. C'est-à-dire qu'il porte tout, du début jusqu'à la fin. Il joue plusieurs personnages, puisqu'en fait, c'était peut-être c'est pas dans le livre, mais le fait que le comédien joue d'abord un employé de chez Bata, puis après il va jouer un militaire, parce que c'est jamais tout à fait Émile. Hein, il est jamais tout à fait Émile, et puis après il va jouer un journaliste, et puis voilà. Mais ça, c'est parce que c'est par rapport à ce que vous venez de dire. C'est comme vous retardez longtemps l'arrivée de Zatopek. Émile, pour moi, et c'est sans doute un aspect du roman qui m'a énormément touché, on a l'impression que c'est un copain, enfin, c'est un ami, enfin, c'est quelqu'un qu'on a vu grandir, par exemple. Tiens, on l'a croisé peut-être à l'usine, on était employé chez Bataille, et on l'a vu, il est arrivé là, avec ses grandes dents et son sourire perpétuel, et puis on l'a vu, et c'est pratiquement tout le temps comme ça dans le roman, et on rentre en sympathie, enfin en empathie comme on dit maintenant, mais on rentre vraiment en sympathie. Moi je trouve que ça joue un rôle extrêmement important, le fait que vous l'appeliez Émile. C'est extrêmement important. Donc nous, je ne sais pas comment dire, donc moi j'ai choisi ce principe-là d'un seul comédien qui dialogue avec la clarinette basse, mais qui ne lit pas, qui incarne peut-être des gens qui ont connu Émile, et puis ça permet d'en parler, comme Jean Echenoz parle d'Émile à sa façon dans la construction de son roman. Est-ce que ça répond à la question? Oui, oui, bien sûr. Hein, et puis alors après, il y a eu évidemment le choix d'une équipe. Alors Michel Aumont que je ne connaissais pas. Ils ne sont pas légion en France à jouer de la clarinette basse. Hein. Il y a Michel Portal, Louis Clavis, Michel Aumont. Et puis il se trouve que Michel, il est briochin. Enfin, donc il n'est pas très loin. Ça facilitait aussi les choses. Hein, parce que Louis Clavis avait dit, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais bon, j'habite à Lyon, je travaille beaucoup pour le théâtre, je sais ce que c'est que le théâtre. Le théâtre, ce n'est que de la bidouille, voilà ce qu'il m'a dit. C'est de la bidouille, c'est-à-dire c'est du bricolage, il faut être là. Ça se monte pas comme ça à la télécommande, vous ferez ci, vous ferez ça sur le plateau, ou je vais faire de la musique, tiens, je mettrai un morceau, pas du tout. Ça se passe pas du tout comme ça, le théâtre, c'est vraiment du bricolage, donc il avait raison. Donc la proximité de Michel permettait ça, hormis aussi son grand talent, hein, on voit ce qu'il fait avec sa clarinette, les ambiances qu'il crée. Il est capable, avec la clarinette, de restituer l'invasion allemande de la Tchécoslovaquie, ou aussi le printemps de Prague, quoi, avec ces sons d'outre-tombe, enfin, qui est formidable, puissant. Donc, alors, il y a eu le choix de Michel, et là, je suis extrêmement content, évidemment, de cet alliage littérature-texte, et puis cette forme de musique, quoi, avec la clarinette basse. Et puis après, il y a eu vidéo ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On projette parce que pourquoi pas?
on aurait pu dire, tiens, on va projeter des courses d'Émile, il suffit de récupérer une vidéo, puis on la projette. Il y a actuellement des spectacles sur le sport qui tournent, et puis on voit des vidéos, donc qui restituent. Moi, je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas justement parce que, comme je dis, tout ça vient de l'intérieur. Et Émile, c'est mon copain, j'ai envie de le... Donc, c'est ma représentation d'Émile. Je ne veux pas voir Zatopek sur un écran, je ne veux pas le montrer aux gens. Il y a une dame l'autre jour à Orvaux qui a dit « Ah, quand même, à la fin, vous auriez pu quand même envoyer une grande photo d'Émile Zatopek. » Je dis non, que chacun reparte avec son Émile à lui, quoi. Parce que moi, en fait, peut-être en fait, Jean Echenoz a écrit son Émile à lui, quoi. Comme Jean-Jacques Rousseau, enfin, son Émile à lui. Eh ben oui. Et donc, moi, je suis plutôt quelqu'un de très respectueux. C'est-à-dire, je vais pas... même Shakespeare, quand on a monté Shakespeare, on n'a pas changé un mot, une virgule de la traduction de Jean-Michel Desprats. Là, c'était pareil, je voulais absolument pas trahir l'esprit de Jean Echenoz. Donc, c'est pour ça que je voulais respecter son Émile à lui, qui après peut être partagé évidemment par les spectateurs, mais ça me paraît, c'est absolument essentiel. Donc la vidéo ne fait pas ça, ne prend pas en charge ce travail-là. Par contre, elle prend en charge, je trouve, et je le dis parce que ça nous a été dit, parce que Jean hier soir aussi l'a dit, le lettrage, le passage du roman à la scène, et ben, des belles lettres, ben, qu'est-ce que c'est joli, quoi. Là aussi, c'est pas intellectuel, hein, c'est concret, c'est de la typographie, et des belles, enfin des mots comme ça projetés, des débuts de chapitre, en plus avec des formules magnifiques, enfin une écriture magnifique. Alors c'est beau, quoi, projeté en grand, on redécouvre les phrases. Oui, et ça rend un magnifique hommage au roman aussi. Ben oui, enfin, voilà, c'est ça. Au texte Oui. qu'il est. Et puis moi je voulais un hommage à la littérature. Je voulais vraiment un hommage à l'écriture qui est aussi loin d'être intellectuelle. Hein. C'est pas quelque chose d'intellectuel. Hein. Souvent vous dites que c'est comme une machine, comme Zatopek d'ailleurs. La locomotive tchèque. Ben oui. Donc, et puis après la scénographie, hein, je rends aussi hommage à Jean-Luc Taillefer, parce que évidemment il y a tout le contexte historique et qui pèse, et Dieu sait s'il pèse dans le roman, mais je trouve qu'il nous... je suis content qu'il y ait des jeunes, là par exemple aujourd'hui, je suis très très content qu'il y ait des jeunes, ou hier soir il y avait des jeunes aussi. Le printemps de Prague quand même, c'est pas loin, c'est pas si loin que ça. En plus l'invasion russe, bon actuellement on en parle aussi de l'invasion russe. La guerre de 1945, ce n'est pas si loin que ça. Et donc, je trouve que évoquer tout ça, puis derrière la figure, enfin avec la figure d'Émile, je trouve ça tellement important, je trouve ça vraiment tellement important, et qu'on puisse réunir littérature et spectacle vivant, mais oui, c'est pour moi une nécessité, quoi. C'est vraiment une nécessité. Il faut faire aimer aussi la littérature. Je trouve que c'est notre rôle à nous de metteurs en scène, de comédiens, c'est notre rôle à nous. Jean Echenoz, peut-être ma dernière question, puisque le temps nous est compté, mais ça veut dire que les prochaines questions, c'est vous. Comme ça, il n'y a pas de blanc une fois que j'ai fini. Peut-être ma dernière question, justement sur votre rapport au théâtre. Vous écrivez des romans, vous avez écrit des textes plus courts, qu'on pourrait appeler nouvelles, on va dire. Vous avez travaillé parfois sur des scénarios. On ne parle pas trop. Oui. Vous avez fait le scénario de Cherokee. Non. Non, j'avais un tout petit peu travaillé, aidé sur les dialogues, j'aurais pas dû. Parce que c'est très différent le dialogue au cinéma que le dialogue dans le roman. Au théâtre, ça doit être encore une autre affaire. Enfin bref. Donc la question théâtrale, en plus, j'avais juste envie de dire que les éditions de Minuit est un des rares éditeurs qui traite le texte dramatique comme de la littérature. Le texte dramatique est souvent, on va dire, l'embryon du spectacle en devenir. Il n'est pas traité comme une œuvre littéraire. Chez Minuit, avec, je sais pas, de Beckett à Poltès, enfin là, le texte dramatique est une œuvre littéraire. Hein. C'est un éditeur qui a toujours affirmé ça haut et fort. Est-ce que cette écriture vous a tenté, vous tenterez?
un jour ou l'autre? J'ai eu une commande pour le théâtre en 84, je crois. C'était assez bien payé, donc je me suis dit que j'allais essayer de tenter le coup. Et c'est le truc le plus catastrophique que j'ai fait de ma vie, je crois. Après, je sais pas, il y a des gens qui avaient su que j'avais fait ça, donc j'ai toujours dit que je l'avais perdu. Non, non, parce que c'est vraiment, non, je plaisante, mais c'était vraiment une catastrophe parce que pour autant que je puisse me sentir un peu à l'aise enfin à l'aise, c'est pas le mot, enfin, que je puisse essayer d'aborder les dialogues dans un roman, le texte théâtral, mais pour le moment, quand même, étranger. Étranger, je crois que ce serait pareil, et je crois que c'est très différent pour les dialogues cinématographiques. C'est trois types de dialogues dont on pense comme ce sont des dialogues, que ça se tient. Je crois qu'en fait, ce sont des façons très très différentes de traiter chaque fois la parole comme elle est, la parole articulée, la parole qui est faite pour être articulée, quoi. Sauf que dans le roman, elle est faite pour être articulée, mais d'abord pour être lue, et puis je sais pas. Et puis, on peut se permettre des choses dans un genre qu'on ne peut pas se permettre dans l'autre, enfin, et vice-versa. Et non, je suis nul en texte théâtral. Merci. Y a-t-il quelques questions dans la salle? Je vous avais prévenu à l'avance, pourtant. Non, bah alors du coup je continue. Est-ce qu'on a encore un peu de temps? Oui, allez. On a allez, une ou deux minutes, il nous reste. Jean-Luc Annex crée un spectacle, c'est toute une machinerie, vous l'avez dit. Ensuite, la moyenne nationale, je crois qu'un spectacle qui est monté actuellement en France est joué 7 fois. Je pense que c'est à peu près la statistique normale sur l'espérance de vie d'un spectacle. Ce serait comme un roman publié à 7 exemplaires et distribué comme ça, voilà, des gens qui le méritent. La vie de courir, elle est bien partie. Ce spectacle va courir sa propre vie. Comment on fait pour, une fois qu'on a mis toute cette énergie, toute cette... on a entendu, la première conversation date d'il y a 2 ans et demi. Comment on fait pour que ce spectacle continue sa belle vie? Il faut trouver des partenaires qui vous épaulent, qui vous aident à tenir le projet à ses tout débuts. Donc on rencontre l'Arc, on rencontre le Grand T, on rencontre la Ville d'Orvaux, Pouzauges, oui, Pouzauges, très belle salle à Pouzauges, l'échiquier. Si en plus je le dis parce qu'ils ne sont pas habitués à accueillir des résidences, ils ont fait confiance et je m'en réjouis. Donc trouver des partenaires, et puis après il y a ce moment évidemment tout à fait particulier, c'est la rencontre avec le public, parce qu'on a travaillé entre nous, et puis tout à coup il y a cette rencontre avec les spectateurs qui est toujours un moment extrêmement émouvant, c'est-à-dire est-ce que le contact va s'établir, est-ce que l'arc électrique va fonctionner, et puis, il y a évidemment les rouages essentiels pour la diffusion des spectacles, c'est les programmateurs. Donc là, ça dépend absolument pas de nous. Nous, moi j'ai mis en place une équipe qui a donné le meilleur d'elle-même. Je sais que chaque personne dans sa catégorie, dans son domaine, lumière, son, scénographie, vidéo, etc., tout le monde a mis le meilleur. Puis après, les programmateurs, ça leur plaît ou ça leur plaît pas. Hein. Il y a le marché et tout. Alors là, il se trouve que comme c'est un projet un petit peu, c'est un spectacle qui mêle culture et sport. Enfin, littérature et sport, plutôt. Littérature et sport. Et ça quand même, ça peut peut-être être un angle pour les programmateurs. C'est-à-dire, c'est pas si courant que ça.
Hein, j'évoquais des spectacles qui tournent actuellement, mais il y en a peut-être 3, 4 qui évoquent. Il y a Italie-Brésil, il y a Ali 74, et puis grosso modo, c'est tout, quoi. Et donc c'est intéressant aussi, parce que le sport n'a pas été beaucoup traité en pièces de théâtre, ou même en littérature, ça je sais moins, mais je sais moins. Mais je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr hein, que c'était. Or là, on a la chance hein, de réunir ces deux. Oui, peut-être. Oui, Sport-Auto. Je pense à un très beau roman aussi l'année dernière de Lola Lafont qui s'appelait La petite communiste qui ne se riait jamais. Voilà, bien sûr. Qui est aussi très proche du projet de courir. Oui, oui. Alors voilà, donc là, ça y est, le bébé tient sur ses jambes, puis on est très, très content des réactions. Évidemment, hier soir, c'était très émouvant, la venue de l'auteur. C'est toujours un moment aussi extrêmement privilégié. On goûte chaque mot qu'on se dit après. Bon. Et puis après, bah, donc, il y a peut-être Avignon. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'hier soir, il y avait le directeur de la culture et des sports de la région. Ça, c'est intéressant. Culture et sport. Alors bon, et on se dit, tiens, il va peut-être influencer pour le Festival d'Avignon. Mais bon, il y a Avignon qui permet de rencontrer la diffusion nationale. Voilà. Et puis, ou voir Paris, pourquoi pas. Donc là, nous, pour l'instant, on savoure les premiers pas. On est dans les starting blocks, en fait, hein, pour employer une métaphore d'athlétisme. Mais nous, pour l'instant, on se dit, faisons au jour le jour la meilleure représentation possible, soyons les plus performants possibles. Enfin voilà, et surtout pour Gilles, hein, j'ai une pensée pour Gilles, qui s'excuse parce qu'il est en préparation, lui, déjà depuis 2 ou 3 heures pour jouer, puis Michel aussi, donc il ne pouvait pas être là. Mais, donc maintenant, place à l'avenir, j'espère hein, de tout mon cœur que le spectacle sera vu par autant de spectateurs qui ont vu courir Émile Zatopek. Hein. C'était une question un peu pédagogique, mais j'avais envie de l'entendre, ça, c'est-à-dire montrer qu'un spectacle, c'est quand même une immense logistique, et avec toutes les meilleures volontés du monde, après, voilà, on est dépendant de décisions au-dessus. On a le temps d'une toute dernière question. Oui, voilà. Madame. Quels sont les projets d'Echnoz après? Alors, vos projets, Jean Echnoz. J'ai plus très envie d'écrire ni des vies imaginaires, enfin ni des trucs historiques. Voilà, donc je peux pas. Non, je préfère pas parler de mes projets parce que quand j'en parle, pendant 15 jours, je peux plus rien faire. Alors, voilà. Non, mais c'est pas des fictions, quoi. Enfin, c'est un roman. Voilà. J'essaie de... Moi, je propose que ça soit le mot de la fin. Parce que je le trouve beau. Merci beaucoup. On a un coupeau qui nous est offert. Il y a également les livres de Jean Echnoz qui sont cachés derrière les gradins. Voilà.